Alors, pour ouvrir le premier axe de cette journée, voir sans voir ce que les données, les normes de genre rendent visible ou invisible, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Hamel. Christelle Hamel est sociologue chargée de recherche à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, en France, et chercheuse associée à l'unité de recherche Migration et Société au CNRS. Ses travaux portent notamment sur les violences de genre, les discriminations et les rapports sociaux liés au genre et aux migrations. Elle a coordonné plusieurs grandes enquêtes quantitatives qui font aujourd'hui référence dans ces domaines. Elle a notamment participé à la coordination de l'enquête Trajectoire et origine, consacrée au parcours de vie des personnes immigrées et issues de l'immigration, ainsi que de l'enquête Acadiscrit sur les discriminations dans le monde académique. Mais elle est surtout connue pour avoir coordonné l'enquête Virage, violence et rapports de genre, menée par l'INED en 2015. Cette enquête de victimation constitue aujourd'hui une référence majeure pour comprendre les différentes formes de violence subies par les femmes et les hommes en les analysant dans une perspective de genre et de parcours de vie. Ces travaux ont ainsi largement contribué à documenter l'ampleur et les formes de violences sexuelles et des violences de genre dans notre société. Sa présentation s'intitule « Violences sexuelles, pourquoi parler de violences patriarcales ?» Christelle Hamel, la parole est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci infiniment d'être ici pour cette belle journée. Mes remerciements à Rebecca pour l'organisation de ce moment d'échange et de réflexion entre nous et au service public de la Wallonie pour accueillir cet événement. Ma présentation aujourd'hui s'intitule « Violences sexuelles, pourquoi parler de violences patriarcales ?» L'argument de ma présentation est qu'il importe de choisir soigneusement les termes que l'on utilise pour désigner les violences sexuelles, sans quoi l'on participe à l'invisibilisation de ce qui constitue la nature profonde de ces violences, en occultant le système social qui les sous-tend et qui les rend possibles. Le risque qui en découle est d'orienter les politiques publiques vers des enjeux qui font diversion, car ils seraient non prioritaires au regard de ce que sont réellement ces violences sexuelles. Je soutiens, à partir des données statistiques existantes, que c'est à travers leur statut de mari et de père que les hommes sont fondés à exercer des violences sexuelles contre les membres de leur famille et contre les femmes d'une manière générale. Il en résulte que ces violences sont réellement des violences patriarcales au sens propre du terme. Il ne s'agit pas seulement de violences de genre, ou de violences sexistes, ou de violences machistes, mais d'abord et avant tout de violences liées à la famille, c'est-à-dire au pouvoir des maris et au pouvoir des pères. Pour étayer mon propos, je vais d'abord m'appuyer sur les résultats statistiques des grandes enquêtes quantitatives menées ces dernières années en France, et en particulier de l'enquête Violences et rapports de genre que j'ai donc coordonnée à l'Institut national d'études démographiques en France en 2016. L'enquête a été réalisée auprès de 27 000 femmes et hommes âgés de 20 à 69 ans. Elle est représentative de l'ensemble des personnes résidant sur le territoire français. Cette enquête a eu son importance car elle a été suivie par d'autres opérations de collecte de données, mais elle constitue en ce qu'elle constitue un point de référence qui a contraint le ministère de l'Intérieur à modifier radicalement ses enquêtes destinées à mesurer les situations d'insécurité et de délinquance, en mettant le focus sur les violences intrafamiliales qui auparavant étaient totalement occultées des opérations de mesure statistique de la violence. L'enquête Virage était donc destinée à mesurer toutes les formes de violence, y compris celles qui se produisent dans la sphère privée. Le résultat principal concernant les violences à caractère sexuel issues de cette enquête est que la proportion de femmes victimes de violences sexuelles au cours de la vie s'élève à 14,5% de la population féminine. 14,5%, c'est un chiffre particulièrement important qui nous dit que les violences sexuelles sont des actes, des infractions qui ont un caractère massif dans la société et non pas du tout anecdotique comme on pourrait avoir tendance à le penser.
Les viols et les tentatives de viol concernent plus de 5% des victimes, des femmes, au cours de leur trajectoire de vie, et les agressions sexuelles, 14%, certaines des victimes cumulant la diversité des formes de violences sexuelles au cours de leur trajectoire. Les hommes, eux, sont 1% à avoir subi des viols ou tentatives au cours de leur vie et 4% des agressions sexuelles d'une autre nature. L'enquête permettait de situer l'espace de vie dans lequel ces violences avaient pu se produire. Les femmes victimes de viols et de tentatives de viol au cours de leur vie déclarent à hauteur de 43% d'entre elles que ces violences se sont passées dans le cadre intrafamilial. Il s'agit donc pour 43% de violences sexuelles incestueuses. Pour 37 autres %, ces violences ont été subies dans le cadre conjugal. On a déjà là la grande majorité des situations qui concernent le contexte de survenue de ces violences. Les autres contextes sont l'espace public et l'espace scolaire et concernent davantage des violences subies par des adultes sur des personnes lorsqu'elles étaient mineures. Pour les hommes, le scénario est un petit peu différent. Ils sont surtout victimes de ces violences pendant leur période de minorité, la moitié d'entre eux dans le cadre intrafamilial. Pour eux aussi, il s'agit de violences incestueuses, et pour l'autre moitié, dans le cadre extrafamilial, mais toujours dans leur période de minorité, essentiellement le cadre scolaire. Donc ces informations nous disent que le cœur de la violence se situe dans l'espace intrafamilial. C'est d'abord là que la violence émerge quand il s'agit de violences sexuelles. D'autres éléments sont issus de l'enquête et nous permettent de caractériser ces violences incestueuses. On note en premier lieu que 85% de ces violences débutent avant l'âge de 15 ans. Ce sont donc des violences qui surviennent sur des enfants particulièrement jeunes et non pas des adolescentes ou des adolescents qui seraient déjà en mesure de sonner la sonnette d'alarme et d'appeler à l'aide très immédiatement. Comme il s'agit de violences qui s'exercent sur des personnes, sur des enfants particulièrement jeunes, il est donc peu nécessaire pour les agresseurs d'utiliser la violence physique. Il s'agit pour eux simplement d'utiliser leur autorité d'adulte pour contraindre ces jeunes victimes. Le sexe des agresseurs est très majoritairement le sexe masculin. Les auteurs sont pour moitié les pères ou les beaux-pères, c'est-à-dire le nouveau compagnon de la mère, suivi de l'oncle à hauteur de 22%, du grand-père, puis du frère. Les frères et les cousins sont également présents comme agresseurs au sein de la famille, et quand ils le sont, en général, il y a aussi un homme adulte qui est agresseur. Autrement dit, quand il y a un adulte agresseur dans une famille, il entraîne des générations plus jeunes à commettre eux aussi des agressions. Pour les femmes victimes de ces violences incestueuses, dans 2/3 des cas, ces violences s'exercent sur des périodes très longues, d'1 an à 10 ans. On est donc sur des situations de violence dont la répétition peut constituer des centaines voire des milliers de viols sur la période de jeunesse. Les modes de contrainte sont spécifiques dans ce cadre intrafamilial. Il s'agit d'abord et avant tout de l'abus de confiance, du chantage affectif, mais aussi du chantage économique, la menace de mise à la porte, la restriction sur la nourriture, la restriction sur l'argent de poche. D'autres formes de contraintes sont également exercées. La violence physique est présente quand l'enfant commence à grandir, donc sur la période de l'adolescence. La violence apparaît à un âge un peu plus avancé, mais également des formes de soumission utilisées
via le fait de contraindre l'enfant à consommer de l'alcool, à consommer des médicaments, des drogues, et aussi en profitant de son sommeil. Autrement dit, la soumission chimique était déjà présente dans les résultats de l'enquête Virage, bien avant que le procès de Gisèle Pelicot rend particulièrement visible ce mode de contrainte et de coercition exercé sur les victimes. Et il s'exerce aussi sur les enfants. Les viols conjugaux ont des spécificités un petit peu différentes, mais qui se rapprochent considérablement de celles que l'on peut constater dans le cadre de l'inceste. 73% des femmes victimes dans le couple déclarent au moins un viol ou des tentatives qui se répètent dans la trajectoire conjugale. Ces femmes sont en situation de cumul des différents types d'actes sexuels forcés qui donc viennent renforcer la situation de répétition. Ce sont les 3/4 des femmes qui déclarent que ces viols se répètent sur des longues périodes également. Les violences physiques sont davantage présentes dans les modes de contrainte qui s'exercent sur ces femmes, comme sur les jeunes filles adolescentes, comme on l'a vu dans la situation de l'inceste. La force physique est mentionnée par une femme victime sur 3. La menace et l'intimidation par une femme victime sur 2, et la soumission par l'alcool, les drogues et les médicaments par une femme sur 15. L'impact de ces violences sexuelles, que l'on est donc en droit de qualifier de patriarcales, est considérable sur la trajectoire de vie des personnes. C'est quand elles sont commises dans ce cadre de la famille que ces violences sont les plus graves et ont l'impact le plus fort, en particulier sur la santé des personnes. Et cet impact est un impact particulièrement durable dans le temps. Ces violences multiplient par 2 jusqu'à 10 la fréquence des divers problèmes de santé enregistrés dans l'enquête. Qu'il s'agisse de l'inceste ou des viols conjugaux, les tentatives de suicide sont par exemple multipliées par 5 en comparaison des personnes non victimes, et par 10 lorsque ces tentatives de suicide sont répétées au cours de la vie. Les troubles qui ont déjà été mentionnés par les interventions précédentes, de troubles du sommeil, de troubles de l'alimentation, les comportements addictifs, les situations de handicap et de maladies chroniques sont également augmentées. Ces violences sont particulièrement difficiles à dénoncer et les victimes sont en fait assez nombreuses à en parler, mais ce n'est pas vraiment une impossibilité de parler que l'on rencontre. Ce qu'elles décrivent, c'est en tout cas l'impossibilité à laquelle elles sont confrontées de recevoir une écoute et une aide qui changent leur situation. Une victime sur 10 seulement va déposer plainte à l'âge adulte et seulement 1% obtiendra une condamnation de son incesteur. La majorité des plaintes sont classées sans suite. L'impossibilité de dénoncer et d'être entendu et d'obtenir condamnation interroge donc particulièrement sur l'incrédulité que suscitent ces violences et sur les processus d'invisibilisation dont elles sont l'objet. Nous allons donc nous intéresser maintenant à la fabrique de l'invisibilisation de ces violences. Quels sont ces processus d'invisibilisation ? La notion de culture du viol, conceptualisée en 1974 par les féministes radicales nord-américaines, est particulièrement utile pour comprendre ce dont il s'agit. Il désigne l'ensemble des comportements qui banalisent, qui excusent, qui justifient les agressions sexuelles, par exemple en les transformant en sujet de plaisanterie ou de divertissement. Les femmes y sont réduites à leur corps, lui-même réduit à un objet d'assouvissement des besoins masculins. La culture du viol crée un climat favorable aux agresseurs en ridiculisant les victimes, en discréditant leurs paroles, en retournant les responsabilités, ce qui garantit par avance l'impunité légale des agresseurs et leur impunité morale. Les mythes sur le viol contribuent
à détourner l'attention des violences sexuelles incestueuses et conjugales. La figure du viol par un inconnu, de préférence un étranger, et de préférence frappé par une obligation de quitter le territoire français, est devenue majeure dans les médias français. Cette figure de l'étranger comme violeur est non seulement raciste, mais elle a aussi pour fonction de détourner le regard du phénomène central du viol incestueux et du viol conjugal. Cette racialisation de la figure du violeur fait stagner la lutte contre les violences sexuelles et amplifie la légitimité de mesures politiques qui ont une dimension raciste. La culture du viol se décline par d'autres éléments. La culture du viol conjugal se situe d'abord dans la notion de devoir conjugal qui, elle, a été très longuement inscrite dans le droit et en particulier le Code civil français. Celui-ci, cette notion, a disparu du Code civil en 1990 avec la reconnaissance concomitante du viol conjugal dans le droit pénal. Le viol sur la conjointe est devenu même une circonstance aggravante en 2018, ce qui est donc une évolution assez récente. Il a perdu son statut de circonstance atténuante pour devenir une circonstance aggravante. Cependant, ce devoir conjugal est devenu s'est trouvé maintenu dans les pratiques judiciaires, puisque la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2025 pour avoir encore invoqué le contexte marital comme argument à la non-reconnaissance du viol. L'usage du devoir conjugal a été définitivement proscrit par une loi votée le 28 janvier dernier et elle interdit désormais l'usage de cette notion par les magistrats. Il n'est donc pas étonnant que le devoir conjugal continue d'exister dans les pratiques des couples quand le droit n'a fait que le proscrire très superficiellement sans l'inscrire dans ses pratiques. Autre processus d'invisibilisation, la culture de l'inceste. La culture de l'inceste prend diverses facettes. La première est l'érotisation de l'interdit de la violence. Comme le souligne la dessinatrice Cécile C., autrice de la bande dessinée « Journal d'une sortie d'inceste », la chanson de Serge Gainsbourg, qui date des années 80, « Lemon Incest », est un exemple de cette culture de l'inceste. Inceste de citron, lemon incest. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus pur, le plus violent, le plus enivrant. Exquise, exquise, exquise et délicieuse enfant, avons-nous fredonné tous ensemble, sans porter réellement attention au caractère justificateur de cette violence incestueuse portée par cette chanson. L'inceste est aussi une catégorie pornographique. Lors de sa création en 2010, l'Association internationale de lutte contre l'inceste en France a interpellé le gouvernement pour que les sites pornographiques ne soient plus la première page recensée par les moteurs de recherche lorsque l'on tapait le mot inceste sur Internet. Pour autant, alors, du coup, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On tombe sur le code pénal et sur les sites du ministère de l'Intérieur. Mais pour autant, la catégorie inceste dans l'univers pornographique reste une catégorie en tant que telle. Autre mythe qui entoure l'inceste, celui de l'inceste heureux. En 1986, l'écrivaine Eva Thomas témoigne dans l'émission « Les dossiers de l'écran » de l'inceste qu'elle a subi, ce qu'elle relate dans son livre « Le viol du silence ». Les témoignages de victimes qui la remercient de son courage affluent au standard de l'émission dans un premier temps. Puis, dans un second temps, ce sont des pères incesteurs qui appellent, qui la vilipendent et lui reprochent de tuer leur bonheur, arguant qu'il existe un inceste heureux. Récemment, ça date quand même de 2012, l'avocat Éric Dupond-Moretti reprend ce mythe de l'inceste heureux pour défendre Denis Chamenez, homme accusé de viol sur ses 2 filles et de maltraitance sur ses fils. Si l'une des filles a porté plainte à l'âge de 18 ans, la seconde, particulièrement manipulée et sous emprise, vit avec son père et apparaît comme la favorite de ce dernier. Elle affirme aimer son père. Il faut dire qu'elle a mis au monde un enfant issu de cette relation incestueuse.
Plaidant un amour hors norme, l'avocat obtient la libération de l'accusé, qui n'aura donc fait que 2 années de détention préventive. On découvre alors que le droit français ne pénalise pas systématiquement les relations incestueuses. Passé l'âge de 18 ans, ces relations ne sont pas forcément passibles de sanctions pénales. Quelques années ne sont pas forcément passibles de sanctions pénales. Il faut établir qu'il y a contrainte, menace, surprise pour que ces relations soient considérées comme un crime en soi. Quelques années après cette affaire qui a fait grand bruit, la fille qui était en union maritale avec son père s'est enfuie du domicile commun, de leur domicile commun avec son fils. Ne supporte pas cette tentative de séparation, le père l'a rattrapée et a tué sa fille. Nous avons donc assisté à un féminicide s'inscrivant dans une dynamique incestueuse. Ce n'est que 6 ans après cette affaire désastreuse que la sanction pénale de l'inceste a été rendue systématique, indépendamment de l'âge de la victime, par la loi Schiappa en 2018. D'autres éléments agissent encore pour rendre la culture de l'inceste, en quelque sorte possible, légitime et invisibilisé. J'aimerais porter l'attention sur les méfaits portés par la théorie psychanalytique et en particulier le mythe du complexe d'Oedipe. Théorisé par Freud, il a fait reposer sur l'enfant la responsabilité d'un désir sexuel pour le parent du sexe opposé, désir qui émergerait entre l'âge de 3 et 5 ans. Freud a forgé cette théorisation à partir de situations de femmes qu'il suivait et qui ont révélé l'inceste. Ses premiers écrits posaient les prémices d'une science de la traumatologie en considérant les troubles dont souffraient ces femmes comme les conséquences des violences sexuelles incestueuses. Face au tollé déclenché par cette affirmation, et étant lui-même rémunéré par les pères des femmes qu'il accueillait en consultation, Freud a fait marche arrière et a alors élaboré la théorie de l'inceste et de ce désir fantasmé des petites filles pour leur père et réciproquement des petits garçons pour leur mère. La psychanalyse a ainsi largement contribué à forger l'idée que la parole de l'enfant ne peut être prise au sérieux. L'ensemble de ce contexte juridique, culturel, a eu un impact également sur les revendications féministes dans leur lutte contre le viol. Finalement, la lutte contre le viol a été pensée dans son rapport au consentement, sans réelle réflexion sur les liens existants entre les victimes et l'agresseur. L'inceste n'est finalement entré dans le périmètre des revendications féministes qu'assez tardivement, à la faveur de la situation critique dans laquelle se trouvent les mères protectrices face à la justice française. Le collectif des mères en lutte a dénoncé très récemment l'ampleur des difficultés auxquelles ces mères font face. Face à la dénonciation des violences incestueuses exprimées par les enfants, les mères déposent plainte au pénal pour protéger leur enfant. La procédure est particulièrement longue et elle se fait sans suspension des droits parentaux du père, en raison de la déconnexion du droit pénal et du droit civil en France. Et je pense que vous avez la même chose ici en Belgique. Cette absence de suspension des droits parentaux crée une situation paradoxale. Les mères sont contraintes de présenter leur enfant à leur père en raison des droits de ces derniers, quand elles savent que celui-ci a exercé des violences sexuelles sur l'enfant. Les mères refusent alors de remettre l'enfant à leur père et le constat, lui, est fait immédiatement de non-remise d'enfant. Et donc, la sanction pénale qui peut s'en suivre à leur encontre, elle, est particulièrement rapide quand la procédure pour établir les preuves de l'inceste, elle, se perd souvent dans les limbes d'auditions qui n'en finissent pas. On se retrouve donc dans des situations où les mères font l'objet de sanctions pénales pour non-présentation d'enfants, sont accusées d'aliénation parentale exercée sur les enfants, et la parole de l'enfant est, elle,
particulièrement niée et considérée comme possiblement mensongère ou affabulatrice en raison de cette force des représentations psychanalytiques qui pèsent sur l'ensemble de nos pratiques et de nos regards. Pour conclure, nous voyons là que c'est bien à travers le statut d'époux, de père, que les hommes commettent le plus de violences. La notion de chef de famille a certes disparu du Code civil en 1970, faisant croire que le patriarcat était derrière nous, mais dans les faits, le droit civil, comme le droit pénal, continue d'instituer les hommes dans un statut que l'on peut dire de patriarche, caractérisé par la garantie de l'impunité s'ils commettent des violences sexuelles sur leurs proches. Le statut juridique de mineur, par ailleurs, empêche les enfants de saisir la justice sans passer par l'intermédiaire de leurs parents. Ces éléments laissent entrevoir que les changements qu'il est nécessaire d'opérer dans le droit de la famille et le droit pénal restent particulièrement étendus pour pouvoir espérer une diminution de ces violences. C'est dans le sens d'une modification du droit civil, du droit de la famille et dans le sens de la création d'un statut juridique de l'enfant qui lui permette d'accéder à la justice indépendamment de ses parents en étant soutenu par des adultes tiers que l'on pourrait, à mon sens, espérer voir se transformer cette situation d'impunité dans laquelle nous nous trouvons face aux violences sexuelles incestueuses et conjugales. Je vous remercie.